L'armée russe, autrefois vantée comme l'une des plus puissantes du monde, est maintenant en déclin. Poutine pensait pouvoir écraser l'Ukraine en quelques semaines, mais ce qu'il a obtenu est un cauchemar, une armée qui se désintègre, morceau par morceau. Que s'est-il passé avec cette prétendue superpuissance militaire? Des conscrits non formés jetés dans la mêlée, aux chars des années 60 détruits par des drones de 300 $. Il est clair que l'invincibilité de la Russie est un mythe. Et le désespoir de Poutine. Il ne fait qu'aggraver les choses. Son puissant militaire ressemble plus à une relique rouillée, qui peine à tenir le coup aujourd'hui. Nous allons décomposer. Comment l'armée autrefois redoutée de la Russie s'effondre de manière embarrassante devant le monde. La crise de la main-d'œuvre, le matériel obsolète et même les chars déchirés par les forces ukrainiennes. C'est un désastre dont Poutine ne peut pas échapper. Plongeons dans le chaos et voyons comment le fantasme de Poutine d'une domination russe s'est transformé en une blague mondiale. Tout d'abord, attaquons-nous au monstre qu'est le problème de conscription et de population de l'armée russe. C'est de loin l'un des aspects les plus significatifs de combien ce pays est en retard militairement, contrairement à ce que suggèrent les chiffres. Selon le site web Global Firepower et des chiffres préliminaires de 2024, la Russie possède la deuxième armée la plus puissante au monde. Sur ce total, le pays est répertorié comme ayant environ 1 300 000 personnels actifs. Cela comprend les troupes de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air et d'autres branches militaires telles que la garde côtière. Pour référence, la Russie est répertoriée comme étant étroitement liée à la 3e place en termes de nombre de personnels actifs. Elle se place derrière la Chine et l'Inde, qui comptent chacune environ 1,45 à 2 millions de personnels actifs, avec des chiffres proches des États-Unis. Sur le papier, la Russie est l'un des pays les plus militarisés, proche du sommet du classement, en considérant la population totale de ces nations. La Chine et l'Inde comptent plus de 1,4 milliard d'habitants, les États-Unis environ 330 millions. Selon les derniers résultats du recensement d'avant-guerre, la Russie ne compte que 140 millions d'habitants. Les niveaux élevés de militarisation sont essentiellement dus aux efforts agressifs de conscription et de contractualisation de la Russie. Pour attirer les gens à s'engager dans l'armée, le gouvernement a offert des salaires extrêmement lucratifs, généralement entre 3 et 4 fois la moyenne nationale. Selon les informations fournies par Riddle, une publication qui analyse tout ce qui concerne la Russie, l'armée a signé environ 490 000 contrats, tout au long de l'année 2023 seulement. En contraste, les États-Unis ont généralement signé environ 150 000 recrues, pour l'entraînement de combats de base pendant plusieurs années consécutives. Malgré les chiffres élevés de la Russie, ils sont trompeurs pour plusieurs raisons. Le système de contrat de soldats en Russie diffère considérablement de celui des États-Unis. Traditionnellement, les soldats russes signent des contrats de 2 ans, renouvelables généralement 3 fois, pour un service total allant jusqu'à 8 ans. Cependant, quand Poutine a réalisé que la guerre ne se déroulait pas comme prévu, l'armée a commencé à signer des contrats plus courts, de 6 mois à 1 an. Ce que tout cela signifie, c'est que le chiffre proche de 500 000 inclut les soldats qui ont signé leur premier contrat cette année, mais aussi les soldats qui se sont engagés en 2022 et dont les contrats d'1 an ont été renouvelés. En raison du minimum de 6 mois, certains soldats ont même plusieurs contrats en 2023 seulement. Selon l'estimation de Riddle, le nombre réel de nouveaux soldats en 2023 avoisinerait un chiffre plus gérable de 200 000. Nous avons mentionné que la Russie a aussi recours à la conscription, le service militaire obligatoire. La majorité des nouveaux conscrits servent une année de service militaire obligatoire, avec possibilité d'obtenir un contrat après cette première année. Selon les estimations de Reuters, la Russie conscripte environ 150 000 personnes tous les 6 mois. Ensemble, cela représente environ 350 000 nouveaux soldats chaque année, bien plus que les États-Unis ou même la Chine et l'Inde n'en obtiennent. Mais nous devons prendre en compte l'autre côté de la médaille, les pertes. Selon le ministère de la Défense ukrainien, l'armée russe a subi plus de 660 000 pertes pendant les 32 premiers mois de la guerre. De plus, le ministère de la Défense publie quotidiennement le nombre de pertes, et ils indiquent que le taux auquel l'armée russe a perdu des soldats n'a fait qu'augmenter au cours de la guerre. Par exemple, les estimations les plus récentes suggèrent que la Russie perd entre 1000 et 1200 soldats par jour. Pendant la campagne estivale de 2024, l'une des défaillances les plus catastrophiques pour l'armée russe, ce nombre était entre 800 et 1000. Lorsque l'Ukraine a lancé son invasion de la région de Koursk, les pertes quotidiennes ont parfois grimpé jusqu'à 1400. Selon des estimations, la Russie pourrait perdre plus d'1 million de personnes d'ici début 2025, avec un taux susceptible d'augmenter fortement dans les prochains mois. Cela pourrait s'expliquer par l'aide militaire croissante de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à l'Ukraine, incluant des systèmes de défense efficaces, des missiles Borok à longue portée,
et des capacités offensives. Par exemple, les F-16 qui ont décollé en Ukraine rien qu'en août sont susceptibles de contrer complètement la plupart des stratégies de supériorité aérienne russe, donc que l'armée de l'air russe ait réussi à vraiment obtenir cette supériorité depuis le début de la guerre. La Russie utilise également l'approche de la quantité sur la qualité pour ses efforts de siège. Il est donc possible que sa tactique militaire soit d'envoyer autant d'hommes que possible au front et d'espérer le meilleur. Cela pourrait bénéficier la Russie à long terme, si c'est durable, vu qu'elle a environ 3 fois la population de l'Ukraine, mais causera plus de pertes. De plus, concernant la conscription en Russie, il faut prendre avec précaution les chiffres mentionnés précédemment. La conscription obligatoire durant 1 an, contrairement au contrat de 2 ans des soldats traditionnels, la croissance de l'armée russe sera probablement inférieure à ce que le nombre suggère. Tous les conscrits ne signeront pas un contrat avec l'armée, ce qui représente une autre façon pour elle de perdre des soldats en plus des pertes de guerre. De plus, il est légalement interdit d'envoyer des conscrits à l'étranger, une conséquence de la désastreuse guerre soviéto-afghane des années 80, avec des millions de victimes militaires et civiles. Même si la Russie intensifie sa conscription, ces conscrits sont quasiment inutilisables pour l'offensive que Poutine pourrait planifier. Nous devons ensuite considérer comment la Russie forme ses troupes. Contrairement aux États-Unis qui ont un système centralisé de formation des recrues de l'armée dans 5 lieux nationaux, la formation des troupes russes est très axée sur les unités. Cela signifie qu'il y a une variance significativement plus élevée entre la façon dont une unité pourrait former ses troupes par rapport à une autre. Alors que la formation de base pour les conscrits devrait durer au moins 8 semaines en Russie, des rapports récents et des entretiens avec des prisonniers de guerre suggèrent que certaines unités réduisaient le temps de formation à seulement 2 semaines avant d'envoyer les conscrits à leur poste dans les régions voisines de l'Ukraine. Des conscrits et soldats du sous-contrat peuvent être regroupés en unités durant leur formation. Il est possible que même les troupes qui voient un véritable combat sur les lignes de front dans le Donbass aient très peu de formation. Ce problème remonte au moins à 2016, lorsqu'un rapport du Centre d'analyse navale suggère que quelques officiers de marine ont été renvoyés pour ne pas avoir respecté les méthodes de formation appropriées et pour avoir déformé l'état réel de la préparation au combat à l'état-major militaire russe. Cela indique que le problème du manque de formation militaire adéquate est enraciné dans l'armée. Le rapport du Centre d'analyse navale suggère également que l'armée russe, en particulier les troupes et le personnel de formation, considère les conscrits obligatoires comme plus jetables et moins prestigieux que les soldats sous contrat, ce qui est indiqué par la différence de niveau de préparation des troupes entre les deux types. De plus, les pertes russes de la dernière année pourraient concerner principalement des soldats expérimentés. Des rapports de 2022 suggèrent que l'armée est allée jusqu'à recruter dans les prisons pour compenser les lourdes pertes qu'elle a subies au début de la guerre. Tout cela signifie que la Russie est soit en train de perdre ses troupes expérimentées et de les remplacer par des soldats relativement frais à jeter dans la mêlée, soit en train de retenir ses forces spéciales par peur d'être contre-attaquées. En combinant tous ces facteurs, il est clair que le soldat russe moyen est généralement bien moins formé que son homologue occidental. La plupart des pays occidentaux n'ont pas de service militaire obligatoire ou ne s'en servent pas de manière significative pour des opérations militaires offensives. Mais ce ne sont pas seulement les soldats avec lesquels la Russie a des problèmes. Son équipement militaire est généralement beaucoup plus faible qu'il n'y paraît sur le papier également. Prenez par exemple son arsenal de chars. Selon la plupart des statistiques, la Russie a de loin le plus de chars en service actif de toutes les nations. Et pourtant les chars russes n'ont pas fait la différence dans toute la guerre contre l'Ukraine. Pourquoi cela ? La réponse relativement simple est que les chars russes ont mal vieilli face à la guerre moderne basée sur la technologie. Les principaux chars de combat russes déployés sont de la série T, le plus moderne étant le T-90, plus précisément le T-90M. Sur le papier, le T-90 1000 Il se défend bien contre la plupart des chars occidentaux, comme le 1000 Il Abrams, le Léopard 2 et le Challenger 2. Le T-90M a été conçu pour être plus agile et léger que ses homologues occidentaux, sans trop sacrifier sa puissance offensive et ses capacités anti-chars. Un rapport du magazine de relations internationales National Interest suggère que dans un scénario de combat de char contre char, l'équipage le plus expérimenté l'emporterait. Au début du conflit ukrainien, la Russie était estimée posséder 1000 Il-chars T-90, incluant les versions standards et les T-90M. En même temps, l'Ukraine n'utilisait que ses anciens cousins, les T-80 et les T-72, qui étaient restés depuis l'époque où le pays faisait partie de l'Union soviétique. De plus, la Russie avait également des milliers de modèles plus anciens. Selon Global Firepower, le nombre total de chars russes pourrait atteindre jusqu'à 14 000.
Mais la Russie a également perdu beaucoup de chars. Selon les statistiques publiées par le ministère de la Défense ukrainien, le nombre de chars détruits par l'Ukraine pourrait atteindre jusqu'à 9000. Selon des rapports, la situation des chars russes est si désespérée qu'ils ont dû déployer des T-62 et T-54 datant des années 1960 comme le montrent des images de ces chars se dirigeant vers le front. Mais revenons à la question titulaire de savoir comment les chars se sont si mal comportés dans la guerre. Eh bien, contrairement aux guerres du XXe siècle, où les chars étaient allés parmi les pièces d'armure les plus durables disponibles, la guerre en Ukraine a souligné la nécessité et les avantages de l'utilisation de missiles anti-chars à longue portée et de drones pour contrer une stratégie basée sur les chars ou l'infanterie mécanisée. Bien que le T-90 est parmi les armures les plus durables disponibles pour les chars modernes, ces défenses ne sont pas réparties de manière égale. En particulier, toute la ligne de chars T de Russie a eu une faiblesse cruciale, son mécanisme de chargement automatique. Le chargeur automatique devrait améliorer la cadence de tir et la capacité offensive des chars. Combiné au poids relativement plus petit du char, sa masse est d'environ 20 tonnes, de moins que celle de ses homologues occidentaux. Le T-90 a théoriquement une excellente maniabilité. Cependant, le design du chargeur automatique retarde l'ensemble de la ligne T. Le chargeur automatique tire les munitions stockées sous la tourelle et non à l'intérieur de la chambre du char. Le stockage des munitions, situé légèrement à l'extérieur, est protégé par une pièce d'armure relativement mince. Si quelque chose comme une mine ou un missile anti-char perce cette armure et explose, cela peut détonner tout le stock de munitions, ce qui peut provoquer une défaillance structurelle catastrophique, dans un phénomène appelé décapitation explosive. En comparaison, les chars occidentaux stockent les munitions au-dessus des compartiments principaux et incluent des soupapes de sécurité qui expulsent les munitions à l'extérieur en cas de coup, réduisant ainsi les dommages. C'est là que la guerre de drones précédemment mentionnée entre en jeu. La guerre en Ukraine a été menée en grande partie à distance, les deux camps utilisant des drones pour la reconnaissance et les missions de recherche et destruction. Cependant, il ne s'agit pas des grands drones coûteux, comme le General Atomics MQ-9 Reaper fabriqué aux États-Unis, qui coûtent jusqu'à 32 millions par unité. Non, ces drones sont des drones commerciaux, réaffectés, légèrement plus avancés que ceux utilisés dans la photographie moderne ou la réalisation de vidéos en fixant une mine anti-char au drone. Il peut se comporter comme un missile chercheur mobile et hautement manœuvrable, guidé par un pilote expert qui peut être à des kilomètres du véritable combat. Ces drones légers et rapides peuvent se faufiler dans de petites crevasses. L'Ukraine les a utilisés efficacement pour cibler l'infanterie et les chars russes en première ligne. Une seule frappe bien positionnée du drone peut directement atteindre le stock de munitions d'un type T, le détruisant complètement. Ces drones ont probablement contraint la Russie à déployer ces vieux chars, moins résistants. Étant beaucoup moins chers à produire, ils ont surtout servi d'armure mobile pour rechercher les tirs ennemis et permettre à la Russie de localiser l'origine des frappes de drones. Malgré cela, des rapports indiquent que la Russie perd des chars plus rapidement qu'elle ne peut en produire ou en réparer. Selon certaines estimations, la capacité de production actuelle de la Russie pourrait prendre fin dans environ 2 ans, principalement en raison des sanctions sévères imposées par la majeure partie du monde occidental, qui limiteraient l'importation de matières premières nécessaires à la fabrication de pièces plus modernes. À la crédit de la Russie, elle a essayé de créer une version différente de son char de combat principal. Le projet T-14 Armata a été annoncé suite à l'annulation du T-95, qui aurait rencontré les mêmes problèmes que le T-90. L'Armata était censé marquer un tournant par rapport à ses designs antérieurs, en particulier à la tourelle elle-même et sans équipage, avec tout l'équipage stationné dans un compartiment séparé. Cela donne à l'équipage une plus grande survie, au cas où la tourelle serait détruite par des munitions anti-chars. De plus, le char était censé avoir plus de capacité offensive que le T-90 avec le très prisé système d'armure réactive afghanite pour renforcer ses défenses. Cependant, seulement une douzaine ou plus de T-14 Armata ont vu le jour. Dans les rares images le montrant, la Russie a tenté de l'utiliser sur le front. Cependant, peu après son déploiement, l'armée semble avoir complètement rappelé le modèle des lignes de front. Apparemment, les chars ne répondaient pas aux attentes, vu l'investissement conséquent de l'armée dans le projet. Malgré ses caractéristiques de nouvelle génération, le plaçant bien au-dessus du M1 Abrams en théorie, le char n'a pas été à la hauteur de son potentiel, probablement en raison de sa vulnérabilité aux mêmes choses que la précédente ligne T, l'intelligence et les frappes à longue portée.
Comme la Russie a déjà du mal à réparer ses anciens chars, mettre des chars plus récents et plus chers en première ligne revient à jeter l'argent du gouvernement par les fenêtres. Et la Russie n'a pas vraiment beaucoup d'argent à allouer à l'armée, considérant qu'elle dépense plus de 40% pour la défense nationale. Non seulement les chars ont sous-performé, les véhicules de retour d'infanterie mécanisés russes ont aussi eu de très mauvaises performances pendant la guerre. Cela s'explique surtout par le fait que l'Ukraine a reçu plus de 300 M2 Bradley des États-Unis et de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les Bradley ont une mobilité supérieure à leurs homologues russes et sont beaucoup mieux blindés par rapport aux véhicules de combat d'infanterie, dont la Russie dispose le plus en matière de véhicules de soutien d'infanterie. Ainsi, les Bradley sont plus susceptibles de résister à un coup et peuvent infliger plus de dégâts en retour. En fait, 2 Bradley ont détruit à eux seuls un T-90 russe, qui est sans doute le véhicule le plus blindé sur le champ de bataille en ce moment, et un Bradley équipé d'un mortier anti-char a détruit 2 chars par lui-même. Le Bradley et le M1 Abrams disposent d'une vision thermique, offrant un champ de vision nocturne plus large et permettant de tirer en premier lors des rencontres. Cela pourrait s'avérer vital au combat, où un seul obus perforant peut anéantir un véhicule entier. Les pertes de véhicules de combat d'infanterie russes ne sont peut-être pas aussi nombreuses que les pertes de chars, mais l'armée dispose d'un stock beaucoup plus petit de ces armes. On estime que la guerre a commencé avec environ 4000 véhicules de combat d'infanterie de différents modèles, et que l'Ukraine en a détruit environ 2000 en 23 mois. C'était 9 mois avant la rédaction de ce script. Si nous suivons le taux de destruction, il est probable que les pertes pourraient être d'environ 3380. Cela donne aux Russes une réserve qui pourrait ne durer que 2 années de plus. La Russie ne produit pas 1000 véhicules de combat d'infanterie par an. Cependant, elle rénove les anciens véhicules avec des pièces de rechange et les met en service actif, ce qui représente environ 1000 unités par an. Quand ceux-ci seront épuisés, la Russie utilisera tout ce qu'elle a. De plus, les tactiques de l'infanterie mécanisée russe diffèrent un peu de celles des États-Unis, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Ukraine. Une unité russe n'utilise que 3 véhicules, un de moins que l'Occident. L'élimination d'un seul véhicule réduit grandement la puissance offensive et la mobilité de l'escouade mécanisée entière. L'artillerie russe et le soutien à longue portée sont peut-être son plus grand avantage. Le pays est l'un des plus grands producteurs d'obus d'artillerie, produisant en moyenne environ 3 millions de tours par an. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord dans son ensemble a fourni à l'Ukraine environ 1 million de tours par an jusqu'à présent, ce qui a suffi à forcer quelques pays à commencer à puiser dans leurs réserves de secours. L'armée russe possède également sans doute le plus grand arsenal d'artillerie tractée et autopropulsée. Bien que la plupart des modèles d'artillerie soient nés relativement anciens, de l'époque soviétique, la dernière génération d'artillerie autopropulsée, comme le 2S-19, pourrait être considérée comme en avance sur leurs homologues occidentaux. Le 2S-19 peut atteindre un taux de tir respectable de 9 à 10 coups par minute. En comparaison, les modèles américains tirent généralement un coup par minute, les plus rapides allant jusqu'à 4 pour un tir soutenu. En combinant un arsenal d'artillerie extrêmement nombreux, l'un des taux de production les plus élevés au monde et des taux de tir rapides, l'armée russe peut exercer beaucoup de pression pour refuser le terrain et dégager un chemin pour leur infanterie. La méthode d'artillerie la plus utilisée par les Russes est de les empiler au plus près et de tirer sans relâche. C'est l'une des seules façons dont l'armée russe a utilisé son avantage numérique. L'Ukraine a ralenti cette avancée grâce à des équipements plus modernes et l'utilisation de drones pour cibler et détruire l'artillerie de première ligne. Certes, la puissance aérienne supérieure de la Russie limiterait la capacité de l'Ukraine à frapper l'artillerie à distance et depuis les airs. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Bien que la Russie dispose d'une flotte respectable, avec environ 4200 avions au total, les deux parties du conflit ont rapidement créé des défenses anti-aériennes à plusieurs niveaux. Dans le cas de la Russie, ces avions et ces missiles à longue portée et ces frappes de drones ont été entravés par le don des systèmes de défense anti-aérienne Patriot des États-Unis à l'Ukraine, qui est l'un des équipements les plus modernes de son type. De plus, la Russie dispose entre 900 et 1000 avions tactiques, tels que des jets de combat ou multi-usages. Une bonne partie de cette flotte est relativement moderne, étant composée de plus d'une centaine d'unités de Sukhoi Su-35S, Su-34S et Su-36 chacun, tous introduits après 2010, ainsi qu'un petit nombre de modernes Su-57 et MiG-35. Cependant, les forces aériennes russes ont principalement utilisé des avions plus anciens, comme les MiG-29 et les Su-27, ce dernier étant le plus nombreux avec plus de 100 appareils. Les avions plus anciens
ont été utilisés car ils sont suffisants pour détourner le feu des défenses ukrainiennes. En même temps, l'Ukraine n'avait pas vraiment une flotte aérienne comparable. Toutefois, les forces aérospatiales russes ont fait voler leurs avions bien plus longtemps, et sur des distances nettement supérieures. Cela est dû aux frappes persistantes de missiles à longue portée de l'Ukraine, sur des pistes et des aéroports proches de la frontière russo-ukrainienne. L'Ukraine a surtout utilisé des défenses anti-aériennes au lieu de ses avions, donc sa flotte aérienne a été peu sollicitée. C'est un problème majeur pour la flotte russe. La plupart de ces avions sont des MiG-29 et des Su-27 déjà en service depuis des décennies. La lutte prolongée pour la supériorité aérienne au-dessus de l'Ukraine a entraîné une accumulation importante des heures de vol des avions, menant inévitablement à leur usure. Même si l'avion est équivalent ou meilleur que ce que l'Ukraine avait auparavant, les coûts d'entretien de la Russie et le temps d'arrêt des jets ont probablement grimpé en flèche au cours de l'année dernière. De plus, l'Ukraine a reçu un renfort considérable pour ses défenses anti-aériennes et sa puissance aérienne. Après l'invasion réussie de Koursk en août 2024, les États-Unis ont signé un autre tour d'aide financière et d'équipement militaire à l'Ukraine. Ce paquet comprend un autre système de défense anti-aérienne Patriot et des missiles compatibles. Comme mentionné, l'Ukraine a également finalement reçu son premier lot de F-16, promis à 65 au total. Les F-16 sont à égalité avec certains des avions les plus modernes que la Russie possède, annulant ainsi l'avantage technologique des forces aérospatiales russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky insiste sur le besoin d'environ le double de F-16 que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a donné jusqu'à présent. Et vu comment l'effort de guerre s'est déroulé ces derniers mois, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pourrait effectivement accepter de donner plus d'avions. Ceci s'explique surtout par le fait que les menaces russes sur les armes nucléaires ont été relativement modérées ces derniers mois. Chaque fois que les États-Unis ou l'organisation du traité de l'Atlantique Nord envisagèrent d'envoyer des équipements vitaux et modernes en Ukraine, Poutine les désignait comme une intrusion dans les défenses nationales russes, lui donnant théoriquement le feu vert pour riposter avec l'arme nucléaire. L'une des lignes rouges incluait aussi une invasion directe de la Russie par l'Ukraine. Suite à cet événement et à la réponse modérée du Kremlin, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a assoupli sa position quant à la fourniture de plus d'équipements à l'Ukraine. Le comité militaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est d'avis que l'Ukraine devrait être autorisée à utiliser des missiles à longue portée fournis pour attaquer la Russie, ce que les États-Unis ont hésité à approuver durant le conflit. Enfin, il reste la question de la marine russe. La marine a joué un rôle crucial en coupant l'accès de l'Ukraine au commerce maritime mondial via la mer Noire. Cependant, en raison de la division de sa marine sur plusieurs fronts, la mer Noire, la mer Baltique et l'Arctique, chaque unité individuelle n'a pas la capacité de tenir tête à d'autres pays. Par exemple, la marine baltique, dont le quartier général est à Kaliningrad et Saint-Pétersbourg, est pratiquement bloquée par les pays baltes Suède, Finlande, Norvège, Danemark et Allemagne, qui sont tous membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pendant la partie de l'année où elle n'est pas gelée. De même, la flotte de la mer Noire ne peut être déployée que dans cette mer. Malgré le blocage initial du port par la Russie, elle a eu bien plus de mal à maintenir sa marine à flot. L'Ukraine a utilisé des missiles et des drones pour cibler les ports, les navires et leurs lignes d'approvisionnement. Les drones lancés depuis la mer que l'Ukraine a utilisés sont une autre innovation à laquelle la Russie n'a pas su s'adapter. Cela a conduit la flotte de la mer Noire à perdre le contrôle des eaux ukrainiennes fin 2022. Un an plus tard, les exportations de céréales de l'Ukraine par bateau ont presque atteint les niveaux d'avant-guerre. Tous les aspects de l'armée russe ont jusqu'à présent été soutenus par l'économie russe, qui se désintègre lentement. La Russie a constamment réussi à esquiver les sanctions occidentales et les interdictions commerciales en s'alliant avec la Chine ou l'Iran. En 2022, les échanges sino-russes ont culminé à 240 milliards de dollars, la Chine étant un importateur majeur de pétrole et de gaz russe. Mais cette situation a peu de chances d'être durable pour la Russie. Les attaques ukrainiennes sur les raffineries de pétrole à l'ouest de la Russie ont presque paralysé la capacité du pays à exporter du gaz et du diesel. En fait, la Russie a cessé d'exporter ses produits à tous les pays qui ne faisaient pas partie de l'Union soviétique et a demandé au Kazakhstan d'être prêt à fournir d'énormes quantités de gaz pour l'usage interne de la Russie. Ce problème découle du fait que les produits pétroliers raffinés de la Russie n'ont pratiquement pas d'approvisionnement domestique. Tout ce que les raffineries produisent est immédiatement transporté ou exporté. L'industrie de l'énergie, notamment le pétrole et le gaz, étant le pilier de l'économie russe, quelques frappes ciblées supplémentaires sur les raffineries pourraient être catastrophiques. En somme, l'armée russe a performé bien en dessous de ce que ces chiffres laisseraient en supposer. Il est discutable que la Russie devrait vraiment être classée parmi les 10 premières puissances militaires du monde. Le seul atout de la Russie, hormis son artillerie,
et son accès à l'arme nucléaire, comme les États-Unis. Et c'est ce qui maintient l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur ses gardes pour ne pas trop provoquer Poutine. Indépendamment de l'issue de la guerre russo-ukrainienne, si Poutine décide d'utiliser l'arme nucléaire, tout sera vain. Quelles sont vos réflexions sur les performances médiocres de l'armée russe? Donnez votre avis en commentaire. Allez maintenant vérifier que l'armée russe est au bord de l'effondrement à cause de cette seule chose, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.